social. Et aujourd'hui, on leur dit simplement de faire du chiffre ou de fermer leur gueule, mais pas à faire du bien. Merci beaucoup Aude Rossigneux d'avoir répondu à nos questions. Je précise que nous avons souhaité bien sûr faire réagir la direction de Pôle emploi à notre enquête, mais que malgré nos nombreuses sollicitations, elle a décliné notre invitation et nous le regrettons. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet publicsena.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et vos commentaires. Très bonne suite de programme. Vous avez l'air de penser que c'est plus facile de trouver un homme qu'un emploi. Oui, C'est vrai. je pense que c'est plus simple de trouver un homme qu'un emploi. À 19h, on se retrouve désormais chaque soir sur Public Sénat pour un journal d'information politique et parlementaire, des reportages, des analyses et puis bien sûr tous les débats du jour avec nos invités. Rendez-vous à 19h. De Pékin à Copenhague, de Téhéran à Washington en passant par Londres ou Moscou, mon invité est l'un de ces Français bien plus connus à l'étranger que chez nous. Fondateur en 1973 du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay pour permettre à la diplomatie française d'avoir enfin un outil de réflexion sur la géopolitique au niveau des meilleurs, comprenez les anglo-saxons. Il a ensuite créé en 1979 l'IFRI, Institut français des relations internationales, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des 10 plus influents centres de réflexion géopolitique au monde. Et depuis 3 ans, il a créé le World Policy Conference, une rencontre internationale qui s'est tout de suite hissée au niveau des plus grandes comme Davos. Alors, à l'heure où chez nous la mondialisation fait peur, où à la moindre réformette on freine des 4 fers, notre discours qui se réclame toujours pourtant de l'universalisme nous rend-il exotique aux yeux du monde? Eh ben, on pose tout de suite la question à Thierry de Montbrial, le directeur général de l'IFRI. Thierry de Montbrial, quand vous rentrez en France après, puisque c'est vrai que vous passez votre temps à l'international, à l'étranger, et que vous voyez nos débats, est-ce que vous avez le sentiment, comme souvent le disent certains grands voyageurs, qu'on est un peu déconnecté de la réalité du monde en France? Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, ce qui est peut-être encore plus juste, c'est de dire que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous regardons l'extérieur d'une manière extrêmement filtrée. Mais ce qui est évidemment le plus frappant, en moment précis où nous parlons, c'est la situation sociale dans un pays comme la France. Parce que là où la plupart des pays s'adaptent, ou même se sont adaptés depuis longtemps, par exemple la question des retraites, de l'évolution démographique, etc., nous avons l'air d'être totalement décalés par rapport aux réalités, ignorant en particulier les données démographiques, avec un côté un peu suicidaire aussi, qui est de détruire nos propres avantages comparatifs. Alors je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste, mais en effet, la France est à la fois un très grand pays universel à certains égards et en même temps extrêmement provincial. Alors, à quoi sert ce qu'on appelle un think tank dans le jargon habituel, c'est-à-dire, je dis, un centre de réflexion, c'est-à-dire il y a des chercheurs, il y a des experts, il y a des intervenants venus du monde entier pour pas mal de conférences, on l'a vu tout à l'heure sur l'écran, plus de 200 conférences par an, 8000 personnes qui assistent. Alors, à quoi ça sert exactement et à qui ça sert, en quelques mots? Alors, tout d'abord, le mot think tank est un mot aujourd'hui dont on use et on abuse. Il y a 20 ou 30 ans, personne ne connaissait cette expression, cette locution anglaise. Aujourd'hui, on appelle think tank n'importe quoi. Et en réalité, ce qu'on appelle think tank généralement en France aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait club autrefois. C'est-à-dire des gens qui se rencontrent pour réfléchir sur telle ou telle question. Pour moi, un vrai think tank, ça doit être une institution de recherche d'abord. C'est-à-dire avec des vrais chercheurs, des gens qui se consacrent entièrement à étudier certains problèmes dans toute leur réalité et éventuellement à faire surgir des solutions. Ce qui est le cas de l'IFRI. Ce qui est le cas de l'IFRI. Et à réfléchir en termes, là je vais employer aussi un jargon anglais, policy oriented, c'est-à-dire avec l'idée aussi d'apporter des solutions, d'élaborer des stratégies, des réponses, pas seulement de contempler les événements. Alors les réponses, vous les donnez à qui? Aux États, aux grandes entreprises Eh bien, dans le cas de l'IFRI, l'IFRI est juridiquement une association
institution reconnue d'utilité publique qui a donc un certain nombre de partenaires, de membres. Alors il y a bien entendu l'État français, mais il n'y a d'ailleurs pas que l'État français évidemment qui s'y intéresse, pas comme membre, mais qui s'y intéresse évidemment de très près. Ils n'auraient pas le droit, je dis n'importe quoi, par exemple la Grande-Bretagne ou le Kyrgyzstan n'auraient pas le droit d'être membre de l'IFRI? On pourrait le concevoir, je pense que rien ne s'y opposerait, mais là, n'est-ce pas, en ce qui me concerne, je suis extrêmement vigilant à préserver l'indépendance. Et l'indépendance, c'est aussi... L'indépendance, ce n'est pas d'avoir des dépendances, parce que tout un chacun, en tant que nous sommes dépendants de toutes sortes de choses. Je crois que je ne connais qu'une seule définition possible de l'indépendance, c'est la multiplication des dépendances et de faire en sorte qu'aucune dépendance ne soit excessive. Alors, il y a évidemment les entreprises, il y a une centaine d'entreprises qui sont membres de l'IFRI, et puis il y a toutes sortes les autres stakeholders, comme on dit encore une fois en anglais, c'est-à-dire les autres parties prenantes, et qui sont notamment les médias, les leaders d'opinion, les commentateurs de toutes sortes. Alors Thierry de Montbrial, on va revenir d'abord sur le Ramsès. Le Ramsès, c'est le rapport annuel, après je ne sais plus, à chaque fois j'essaye de l'apprendre par cœur, j'y suis jamais arrivé. Mais vous avez raison, parce que initialement c'est le rapport mondial sur les stratégies et les systèmes économiques. Mais ça je m'en souviens, parce que c'était le jeu de mots d'origine, mais vous pouvez parfaitement l'oublier. D'accord, merci, c'est gentil. Alors Ramsès 2010 vient de sortir. On a les sentiments à lire... 2011, pardon. On a le sentiment que, en fin de compte, il relate un peu un profond, c'est-à-dire désordre mondial. Passez-moi l'expression, en ce moment, c'est la pagaille dans le monde. Non, je dirais les choses un peu autrement. 1990-91, en fait 1989, chute du mur, 91, chute de l'Union soviétique, vous avez véritablement la fin d'une période. Ensuite, nous avons eu, à mon avis, une période d'une vingtaine d'années qui est une période de transition, où le nouveau monde, en quelque sorte, se cherchait. Et cette période, qui a eu d'ailleurs toutes ces illusions, l'illusion du monde monopolaire, l'illusion de la fin de l'histoire avec le modèle américain se répandant partout sur la Terre, dont d'ailleurs un des derniers avatars est le modèle du grand Moyen-Orient du président Bush, d'où la guerre d'Irak, etc. Tout cela, aujourd'hui, est terminé. Et puis, nous avons vu le grand choc de 2008-2009, c'est-à-dire la crise économique et financière dont nous ne sommes pas sortis tout à fait. Et pour moi, cette crise de 2008-2009 marque la fin de la période de transition, d'une période de 20 ans de transition. Et de mon point de vue, le 21e siècle commence maintenant. C'est-à-dire le 20e siècle se termine, si vous voulez, symboliquement en 1989-91. Le 21e siècle commence en 2008-2009. Alors, pagaille, pas forcément, mais certainement un monde que je caractérise par trois adjectifs, multipolaire, hétérogène et global. Alors on ne peut pas rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est pour ça que vous avez créé le World Policy Conference, qui est une rencontre, alors là pareil au plus haut niveau, la myriade de grands patrons, de groupes internationaux, d'hommes politiques de premier plan qui vont être présents à Marrakech pendant le week-end, c'est assez impressionnant. Alors, l'idée de cette World Policy Conference, WPC, comme nous l'appelons, c'est de se concentrer entièrement sur un problème qui est à la fois immense et très précis, qui est le problème de la gouvernance mondiale. Pour dire les choses en un mot, le monde est de plus en plus interdépendant, mais interdépendant à un degré, si vous voulez, qui est absolument sans précédent dans l'histoire, et en même temps, il est assez éclaté, d'où ces deux adjectifs que j'ai employés, n'est-ce pas, multipolarité et hétérogénéité. Et si nous n'inventons pas suffisamment vite les modes de gouvernance, c'est-à-dire de coordination, qui sont nécessaires pour maintenir l'ensemble de manière à peu près cohérente, nous risquons effectivement d'avoir des déboires catastrophiques, des déboires extrêmement graves. D'un mot, est-ce que c'est la fin de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, justement, cette multipolarité, et pour passer le relais au G20 ? Non, paradoxalement, je pense que d'abord l'Union européenne est une extraordinaire construction et qui préfigure ce que sera le monde dans 2 siècles. Parce que si vous m'invitez en 2300 pour une émission de ce genre, je vous le dis tout de suite, ou bien le monde dans son ensemble sera une vaste Union européenne, ou il ne sera pas, en ce sens qu'entre-temps, on aura sombré dans une anarchie chaotique. Alors, vous l'aurez compris, bien sûr, dans cette émission, c'est le monde qui est notre jardin, mais un jardin où les arbres ne montent pas vers le ciel à la même vitesse. De quelle nature est la fracture économique entre ceux dont la croissance galope et ceux qui stagnent? C'est ce que veut évoquer ma consoeur, Cécile Cornudet, des Échos, mais après que nous ayons vu le sujet signé Cécile Cixous.
Le FMI vient de revoir à la hausse les prévisions de croissance mondiale pour 2010 et c'est mieux que prévu. L'institution tablait sur une hausse de 4,6% en juillet dernier. Finalement, elle sera de 4,8% selon ses dernières estimations. Un chiffre en apparence positif, mais qui ne met pourtant pas en exergue les disparités de croissance dans le monde. En effet, si les pays en développement tirent vers le haut l'économie mondiale, les pays du Nord connaissent inversement une reprise médiocre. En cause, la faiblesse de la consommation et des investissements. À la traîne, les États-Unis, avec une croissance revue à la baisse par l'institution de Bretton Woods de 3,3%, elle est finalement estimée à 2,6%. La zone euro est, quant à elle, en queue de peloton avec 1,7% de croissance selon les prévisions. Un fossé comparé aux économies émergentes et notamment les pays de la BRIC, dont la croissance atteint en moyenne 7,1%, avec au top la Chine qui maintient sa croissance à presque 10%. En 2011, cette tendance devrait se confirmer. Les prévisions de croissance sont annoncées à la baisse à 4,2%. Cécile, vous qui rencontrez pas mal de ministres, pas mal d'experts, ils pensent qu'on va rester en Europe et notamment en France encalminé, comme on dit, avec des croissances aussi basses? C'est la grande question et c'est vrai que c'est difficile de parler du monde aujourd'hui sans parler d'économie. Vous avez dit à Gérard tout à l'heure que le XXe siècle commençait maintenant. Est-ce que vous, 21e siècle, est-ce que vous pensez qu'il se caractérise notamment par ce décrochage économique entre des pays émergents et un vieil Occident? Non, c'est incontestable. C'est incontestable. Et en fait, on a trois grands groupes de pays. On a les groupes, disons, à 10% de croissance, c'est-à-dire essentiellement la Chine et l'Inde, si ça dure. Le Brésil, je le dirais plutôt sur le moyen terme en croissance potentielle, un groupe plutôt à 5%. Je sais que le Brésil, pour l'instant, sa croissance est un peu plus forte, plutôt de 7, 7,5%, mais je pense que sur la croissance potentielle, en moyenne, serait plutôt un groupe à 5%. L'effet Lula va se terminer. Pardon ? L'effet Lula va se terminer au Brésil, sans doute. Non. D'abord, ce n'est pas seulement l'effet Lula, mais nous avons eu deux périodes de 8 années de leadership assez remarquable au Brésil. Ça fait 16 ans avec Cardoso d'abord et Lula ensuite. Si Mme Rousseff est élue à la fin du mois d'octobre, comme c'est assez vraisemblable, on assistera probablement à une continuité. Donc on est plutôt de bon augure. Et puis on a le troisième groupe qui est... Il y a un certain nombre de pays qui peuvent aussi émerger. Il y a d'autres pays d'Asie qui arrivent derrière. Je pense au Vietnam, par exemple, ou même l'Indonésie. Ils sont loin quand même. C'est pas pour demain. Ah bon. Nous allons voir. Je pense que c'est tout à fait possible. Rappelez-vous ce qu'on disait aussi de la Chine, par exemple, à l'époque des tigres, à l'époque de Taïwan. Et puis vous avez les vieux pays, et le cas des États-Unis qui peuvent rebondir, on ne sait pas trop. Mais les États-Unis, je pense qu'ils sont entrés dans une période qui rappelle un petit peu celle du déclin de la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Tout cela restant à confirmer, bien sûr. Qu'est-ce que vous employeriez comme adjectif pour définir le rapport entre, disons, pour simplifier les deux premiers groupes dont vous avez parlé, les pays émergents et l'Occident? C'est une guerre, c'est un bras de fer, c'est ce qu'on entend. Je pense qu'il ne faut pas abuser constamment du mot guerre. Et justement, je crois que l'un des grands objectifs de la gouvernance mondiale, c'est justement d'empêcher que les conflits qui sont normaux, enfin les conflits d'intérêt, et la rivalité, la concurrence, c'est normal. Tout le problème, c'est d'empêcher que ces conflits ne dégénèrent, que les conflits normaux, la concurrence normale, ne dégénèrent en conflits d'intérêts, éventuellement armés, guerres, etc., etc. Mais qu'il y ait une concurrence, c'est évident, et qu'un pays comme la Chine, s'il n'a pas d'accident dans les années qui viennent... Quel type d'accident? Social? L'accident économique. Oui. L'accident économique, on pourrait imaginer, par exemple, une grande crise monétaire et bancaire, par exemple. On peut imaginer aussi des crises sociales, on peut imaginer une combinaison des deux. Parce que quand vous allez en Chine, vous voyez immédiatement que tout le modèle social est fondé sur la continuation de la croissance. Si vous avez un accident de croissance, à ce moment-là, vous aurez des tensions sociales et politiques extrêmement fortes avec toutes sortes de conséquences. Un mélange de crise financière et de révolte des boxers.
Oui, au boxeur ou 19e. pas d'ailleurs, mais parce que vous avez des problèmes sociaux qui sont absolument immenses. Alors encore une fois, tant que les gens pensent que leur propre sort va s'améliorer, ça marche. Et d'ailleurs, le jour où ça arrivera, où ça arriverait, je pense que le monde pourrait trembler lui aussi, parce que nous nous plaignons aujourd'hui d'une force excessive de la Chine, mais je pense qu'on se plaindrait encore plus d'une faiblesse de la Chine. Tout ça pour dire d'ailleurs que les scénarios restent très ouverts. Vous, catastrophiste. Et est-ce que, parce qu'on voit qu'il y a quand même des secteurs, même en France, qui profitent de cette richesse de la demande intérieure de ces pays. Est-ce que vous pensez que ça peut être une chance, finalement, pour l'Occident, la vitalité de ces pays-là ? D'abord, c'est toujours une chance, la vitalité des autres, parce que la vitalité des autres, en effet, ça permet de faciliter les exportations, etc., pour nos pays. Mais en plus, c'est un exemple. Et on s'est suffisamment plaint. Regardez toutes les larmes des tiers-mondistes d'autrefois. Ben maintenant, il se développe. Le monde, l'Asie se développe. J'allais dire tout à l'heure aussi que même l'Afrique donne quelques signes, dans certains endroits, de développement possible. Mais évidemment, les vieux pays qui sont arc-boutés sur des modes d'organisation dépassés ne peuvent que souffrir. Et je crois que le maître mot dans tout cela, c'est l'adaptation. Tout peut aller bien et aussi bien que possible, à condition que l'on soit capable, un, de s'adapter, particulièrement les vieux pays comme la France, et deux, aussi de s'organiser pour traiter en commun un certain nombre de problèmes qui nous préoccupent tous. Prenez par exemple la question d'environnement et en particulier de climat. C'est clairement un problème majeur qui concerne tous les pays et force est de reconnaître qu'actuellement nous ne savons même pas exactement comment nous y prendre. Quel mode de négociation par exemple mettre en œuvre. Justement à propos d'environnement, on a longtemps dit qu'il y aura une répartition du monde, un petit peu chacun dans ses compétences. Est-ce que ça a encore un sens? Notamment ces derniers temps on disait la chance de l'Occident c'est peut-être la croissance verte par rapport à ces pays émergents. Est-ce que c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut travailler? Spécialisation par pays, vous voulez dire, c'est ça? Non, écoutez, je pense que la croissance verte, prenez par exemple un pays comme la Corée, c'est-à-dire qui préside le G20, qui va présider le G20 de Séoul le mois prochain. La présidence de Im Young-bak, l'actuel président coréen, a été très largement focalisée sur cette question de croissance verte, n'est-ce pas? Et ils en ont fait beaucoup plus que beaucoup d'autres. Je crois que ça n'a pas grand sens de dire que les vieux pays ont une vocation particulière à la croissance verte. Tout le monde a vocation à s'occuper d'environnement, et même les Chinois, car contrairement à ce qu'on dit, les Chinois commencent à être sérieusement préoccupés par les questions d'environnement. L'environnement, ça intéresse tout le monde. Il paraît qu'ils poussent les feux en matière de recherche. Mais bien sûr, tout le monde est intéressé. Là où on discute et où on débat, c'est beaucoup plus sur des critères, par exemple les critères de pollution de CO2, etc., parce que ça soulève beaucoup de questions, mais je pense que sur l'idée que la croissance, c'est l'affaire de tout le monde, il n'y a aucun débat possible. Il y a eu beaucoup d'entreprises françaises qui sont un peu revenues dépitées de leurs investissements, des joint ventures en Chine, par exemple, parce qu'ils ont été pillés. Est-ce qu'il y a des nouvelles règles du jeu que doivent avoir en tête les entrepreneurs français quand ils vont dans ces pays? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? D'abord, ces pays, je crois que chaque pays a ses propres particularités. La Chine a ses particularités. L'Inde, pour prendre aussi l'Inde, aujourd'hui tout le monde parle de la Chine, mais prenez un pays comme l'Inde. L'Inde passe à tort ou à raison pour être un des pays où la corruption en fait est la plus développée dans le monde, ce qui n'empêche pas de se développer. Et que n'ai-je entendu des gens qui disaient que c'était impossible de faire des affaires en Inde, de se développer en Inde, et finalement vous avez beaucoup qui réussissent. Donc je crois comme toujours, chacun doit trouver les clés. Si vous trouvez les clés, vous réussissez. Si vous ne les trouvez pas, vous ne réussissez pas. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup d'entreprises qui réussissent en Chine. Il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent en Chine. Ce qui fait les gros titres des journaux en ce moment, c'est beaucoup le bras de fer monétaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre quelque chose du G20 sur ces questions d'une puissance extérieure, quoi? Ou est-ce que c'est une régulation? D'une manière générale, je crois qu'il y a un problème d'efficacité du G20. Le G20, je crois que c'est une très belle innovation, mais il ne faudrait pas que ça devienne une organisation un peu routinière et dont les décisions ne soient pas suivies, et ainsi de suite. Sur le système monétaire, je crois qu'il faut certainement mettre un peu d'ordre dans les monnaies, c'est indispensable. Et là, derrière ça, il y a un problème, à mon avis, beaucoup plus fondamental encore, qui est celui de la coordination des politiques économiques. C'était le genre de questions, d'ailleurs, dont on débattait dans les années 80, à l'époque du Plaza Agreement.
Alors, troisième partie, merci Cécile, Guerre et paix au XXIe siècle, qui vient de paraître chez Bourrin Éditeur, et le dernier ouvrage de l'économiste Christian Saint-Étienne, avec en nombre porté de ce siècle les deux plaques tectoniques que Cécile et Thierry Lombrial ont évoquées, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. On les loin, vous le voyez, de notre débat sur les retraites. Alors, au fait, ce débat existe-t-il chez les futurs maîtres du monde? Eh bien, réponse avec le reportage signé Flora Sauvage, et on en parle avec nos invités. Si dans beaucoup de pays émergents, les systèmes de retraite sont embryonnaires, partout, c'est un sujet qui fait débat. Avec le vieillissement de la population, la question du maintien du pouvoir d'achat des personnes âgées est posée. Le vieillissement au sein des pays émergents est beaucoup plus rapide que dans les pays occidentaux. Il a fallu 100 ans dans les pays occidentaux pour doubler les personnes âgées, pour passer de 7 à 14%. Dans les pays émergents, il faudra moins d'un quart de siècle. Donc en quelques années, ils vont devoir, pour certains d'entre eux, bâtir un système de retraite alors qu'ils n'ont pratiquement rien. En Inde, par exemple, 12% seulement de la population est couverte pour sa retraite. En Amérique latine, des systèmes mixtes existent, basés sur la répartition et la capitalisation. Au Brésil, Lula a mis en place des réformes assez dures, diminuant le droit des fonctionnaires et incitant plutôt les salariés à aller un peu plus vers les fonds de pension. D'autres pays sont en revanche un peu en jachère, et donc là c'est construire de A à Z des systèmes de retraite. C'est le cas de l'Inde et de la Chine. Au pays du milieu, une infime partie de la population est couverte par un système de retraite, mais le sujet préoccupe les autorités. Il y a relativement peu encore de retraités en Chine, puisque la population est assez jeune, mais elle va vieillir très vite, et donc le problème est de plus en plus urgent, parce qu'il va y avoir de plus en plus de retraités. Dans les pays émergents également, les systèmes de retraite sont pour la plupart déficitaires, d'où la nécessité de réformer. Christian Saint-Étienne, on va parler bien sûr de la guerre épée au XXIe siècle, mais auparavant sur la retraite, question à tous les deux. Les gens qui manifestent, les gens qui font grève, c'est une arrière-garde ou au contraire c'est l'avant-garde de ce qui peut se produire dans le monde entier, selon vous ? C'est à la fois les deux. C'est une arrière-garde en termes de réforme du système de retraite, puisque tous les autres pays, les gens ne le disent pas assez en France, tous les autres pays développés font face au même problème de vieillissement. Et tous ont trouvé la même clé de sortie, qui est l'allongement de la durée de cotisation ou le recul de l'âge de départ à la retraite, parce que tout simplement les alternatives sont insupportables. Augmenter massivement les cotisations, ce qui est inadmissible, ou baisser les prestations. Alors ce que l'on observe, c'est qu'en France, on n'a pas réussi à avoir un débat intelligent, même s'il ne faut quand même pas tout voir en noir. On a fait des réformes, la réforme Balladur de 93, Fillon. La réforme Fillon de 2003, la réforme de 2007. Donc on avance, mais à petits pas. Alors néanmoins, pourquoi je disais que malgré l'aspect réellement archaïque des réponses qui sont faites par les gens qui manifestent, ce qu'on peut dire, c'est que néanmoins, je pense que le gouvernement a peut-être fait une erreur tactique dans la négociation en menant un dossier sous l'angle purement technique, alors que je pense que ce qui motive en grande partie les inquiétudes des gens qui descendent dans la rue, c'est en fait, est-ce que je serais capable, à 62, 63, 64, de prendre le choc de la compétition avec les jeunes. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait simplement compléter le dossier technique qui est très bien mené par le gouvernement actuellement, mais par une réforme un peu sociétale du type de ce qui a été fait en Suède, un système qui s'appelle le 80-90-100, où par exemple, si on se cale sur les dates françaises entre 62 et 67 ans, on pourrait dire à partir de 62 ans, vous ne travaillerez plus que 4 jours par semaine. C'est le 80%, vous serez payé 90%, mais le 5e jour, vous faites du tutorat pour les jeunes et on mettra en place un système pour faire rentrer beaucoup d'apprentis dans les entreprises. Donc je pense qu'il serait souhaitable que le gouvernement complète la réforme technique par une réforme sociétale qui joue sur les rythmes de vie. Thierry Lombrial, est-ce que les autres grands pays dans le monde vont être confrontés aux mêmes problèmes qu'on a, et selon quoi ce qui se passe ici est précurseur ? Deux remarques. D'abord, ça dépend en effet des situations démographiques. Par exemple, comme il a été dit dans le reportage, la Chine est un pays qui va vieillir très vite, qui a une situation aggravée d'ailleurs par la politique de Mao
avec un enfant unique, par famille, l'enfant unique, et d'où d'ailleurs beaucoup de filles qui ont été tuées à la naissance, etc. Enfin, des choses horribles derrière tout ça, donc il va y avoir de très gros problèmes. Mais si on prend les États-Unis sont toujours un pays jeune. Oui. Les États-Unis sont l'un des rares pays, c'est peut-être même le seul d'ailleurs, pays développé, dont le taux de natalité est supérieur au taux de renouvellement des populations. Donc je crois que ça dépend. Il y a un autre point dans ce que vient de dire Christian Saint-Etienne, je crois qu'il mérite d'être souligné, à propos de l'exemple suédois, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a une très grande diversité culturelle, ça fait partie de la richesse de l'Europe, mais je ne suis pas sûr que des schémas comme celui que Christian Saint-Etienne vient d'évoquer pour la Suède soient transposables à la France, tout simplement pour des raisons culturelles. C'est-à-dire que je ne crois pas, tel que je sens la France, et tel que je connais un peu les pays du nord de l'Europe, que ce type de schéma, on met une journée pour faire du tutorat, etc. Je ne crois pas que ça mordrait dans la société française. Autrement dit, il y a des choses à rechercher, mais je crois qu'il faut tenir compte aussi des cultures. Alors, dans votre dernier bouquin, Guerre et paix au XXIe siècle, donc paru chez Bourrin Éditeur, Comprendre le monde de demain, Christian Saint-Etienne, il y a un point clé, on ne peut pas tous les aborder, mais il y en a un, moi, qui m'a pas mal interpellé, c'est que vous dites, grosso modo, à partir de 2012, on est, je voudrais le regard de Thierry là-dessus, de Montréal, on est dans une phase délicate où les plaques tectoniques chinoises et américaines, vous dites ce que vient de dire Thierry de Montréal, c'est-à-dire il y a une dynamique américaine qui existe avec une démographie bien plus importante qu'ailleurs dans le monde, et que ces deux plaques-là, il y a une phase où la Chine va vouloir asseoir son leadership et où, là, on est vraiment dans une phase délicate que vous estimez de, grosso modo, sur une dizaine d'années, de 2012 à 2022. C'est vraiment une période dangereuse ? Oui, si vous voulez... Quand on regarde les 50 prochaines années et qu'on essaye d'anticiper ce qui va se passer, il y a des choses qui sont tout à fait majeures en termes de tendance démographique. Thierry de Montbrial l'évoquait à l'instant. Il y a un chiffre tout à fait spectaculaire sur la Chine. À partir de 2022 et entre 2022 et 2040, la Chine va perdre 10% de sa population active. Et si on prend la population âgée de 10 à 25 ans, entre 2005 et 2025, c'est déjà commencé, la Chine va perdre 60 millions de jeunes âgés de 10 à 25 ans. Tant que la Seconde Guerre mondiale a fait de mort. Voilà, c'est-à-dire que s'ils avaient été tués dans une guerre, on dirait que c'est terrifiant. Là, c'est aussi majeur en termes de conséquences économiques et sociales, si ce n'est que comme ils ne sont pas nés, ça ne produit pas le même effet psychologique. Et donc, du point de vue chinois, à partir de 2012, vraisemblablement, la Chine va avoir un PIB en parité de pouvoir d'achat qui va être non plus le deuxième du monde parmi les pays, mais qui va tout simplement dépasser celui de l'ensemble de la zone euro. Et donc, à partir de 2012-2013, on aura vraiment les deux géants mondiaux, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, qui deviendront les piliers. Or, ce que je développe dans le livre, c'est qu'on va avoir une sorte de moment chinois entre 2012, ce moment où ils vont devenir vraiment l'autre grande puissance du monde, et 2022-2023, moment à partir duquel ils savent qu'ils entreront dans un déclin relatif. En gros, ils ont 10 ans pour asseoir leur place dans le monde pour le XXIe siècle. Et donc j'anticipe en un mot que les 10 prochaines années vont être extrêmement dures, assez frontales entre les États-Unis et la Chine pour trouver leur place respective, mais qu'ensuite, c'est un des paris du livre, il y en a beaucoup d'autres, les Chinois et les Américains vont faire un accord dans une dizaine d'années, douzaine d'années, sans véritablement se partager le monde, mais en tout cas pour trouver des règles communes pour gérer les grands problèmes que sont le climat et les zones de grande pauvreté de la planète. Thierry Montbrial, d'un mot, vous êtes d'accord? Malheureusement d'un mot. Un mot, c'est difficile, mais je crois tout de même que les Chinois sont extrêmement prudents, parce qu'ils veulent mettre l'accent justement sur leur développement. Mais ils vont subrepticement asseoir leurs éléments de puissance partout, sur le plan militaire, par exemple sur le plan maritime, le développement d'une flotte navale, etc., etc. À grande vitesse. Et à grande vitesse, mais ça prendra quand même une bonne dizaine d'années. Ce qu'il en sortira au bout du compte, ce sera en effet un mélange